Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Sarah Turine. Bonjour. Vous êtes échevine de la jeunesse, de la cohésion sociale, du dialogue interculturel notamment à Molenbeek. Vous êtes membre d'Écolo. Avoir des garderies postscholaires dans une commune comme Molenbeek, c'est important ? Évidemment que c'est important parce que c'est un outil aussi d'accrochage scolaire, c'est un outil qui permet de socialisation pour les enfants. Donc oui, c'est un outil important et on y fait attention pour l'instant puisqu'on a décidé quand même d'améliorer l'accueil, d'améliorer la qualité en permettant à ce qu'il y ait moins d'enfants par animateur pour faire un travail plus de qualité, en travaillant également avec des intervenants extérieurs qui viennent faire des animations, ce qui n'existait pas du tout par le passé. Alors on précise, vous êtes échevine de la jeunesse, oui. Vous n'avez pas la tutelle directement sur les garderies qui dépendent de l'enseignement donc de la bourgmestre. Oui. Mais si j'en crois les chiffres du PTB, 1200 enfants à Molenbeek auraient quitté les garderies depuis que c'est devenu payant. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça devienne payant ? Donc, en fait, on était dans une situation d'illégalité puisque, en ne faisant pas payer les garderies dans les écoles communales, on se mettait en porte-à-faux par rapport au réseau du libre et c'était considéré comme un avantage social. Donc, soit on doit faire gratuit pour tout le monde et donc on doit financer les garderies dans les écoles du libre. Donc, il fallait payer pour le libre aussi, ça vous n'aviez pas les moyens ? On n'avait évidemment pas les moyens de payer l'organisation des garderies dans le réseau du libre. Donc, effectivement, on a décidé de faire payer. C'était une décision qui n'était pas facile. Néanmoins, on reste tout à fait dans la moyenne inférieure par rapport aux garderies dans les autres communes. 270 € par enfant, c'est le chiffre correct ? Écoutez, c'est 5 €. 5 € pour le matin, c'est 10 € pour le mercredi après-midi, 5 € pour les autres après-midi. Et il y a un tarif social, donc à moitié prix pour les familles les plus modestes. Voilà, pour les familles les plus modestes. Et celle qui émarge au CPS, elle, c'est pris en compte par le CPS. Donc pour elle, c'est gratuit. Donc c'est gratuit pour les familles qui émargent au CPS, puisque c'est pris en compte par le CPS. C'est moitié prix pour les familles qui ont des bas salaires. Et alors, voilà, donc ce sont les prix qui restent quand même très bas par rapport à la moyenne régionale. Quand le PTB dit qu'il y a eu 1200 enfants qui ont quitté les garderies, c'est quand même un gros chiffre. Est-ce que d'abord sur le chiffre vous êtes d'accord ? Il y a une confirmation ou une contestation du chiffre ? C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il faut être très attentif sur les chiffres. D'abord, eux parlent des chiffres de septembre. Quand on regarde les chiffres les plus récents du mois de janvier, nous avons une fréquentation qui est, des taux d'inscription qui sont les mêmes qu'avec septembre 2012. Donc, ça s'est un petit peu redressé, notamment parce qu'il y a eu tout un travail de communication par rapport aux familles durant le premier semestre de l'année. Et notamment ceux qui avaient des tarifs réduits ou voilà, exactement. Donc, on a mieux expliqué tous les avantages qu'il y avait pour les familles les plus précarisées. Et secondo, qu'est-ce qu'on compare ? Parce que quand les systèmes de garderie sont gratuits, on s'inscrit sans nécessairement envoyer les enfants à la garderie. Or, une fois que c'est payant, eh bien, on s'inscrit en connaissance de cause pour que l'enfant participe. Et donc, je trouve... nous dire que les chiffres précédents étaient un peu gonflés avec des gens qui étaient inscrits mais qui n'en profitaient pas. J'aimerais bien, moi, qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une réelle évaluation après 2 années de ce nouveau système pour voir effectivement s'il y a des modifications à apporter, des adaptations à apporter. Et donc, effectivement, voir parmi les chiffres d'inscription lorsque c'était gratuit, est-ce que les taux de fréquentation étaient comparables aux taux d'inscription ? Je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, on reste à l'école sur l'heure de midi. On amène sa boîte à tartines. C'est payant, c'est pas payant ? Alors, voilà, effectivement, là c'est payant maintenant aujourd'hui, mais ça permet également d'amener des projets tout à fait intéressants. Je vais donner un exemple, un projet pilote dans une école où, sur le temps de midi, ils se rassemblent en petits groupes et ils font de l'immersion en néerlandais. Eh bien, voilà, le fait de faire payer la garderie même sur le temps de midi permet d'amener des projets comme ceux-là qui sont tout à fait intéressants. Ce ne serait pas le rôle de l'école, service public, d'accueillir les enfants sur l'heure de midi plutôt que de laisser dans la nature. Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, le temps de midi devrait évidemment être pris en charge par le système scolaire et donc financé par la communauté française. Ça n'est pas le cas. Et donc les communes se retrouvent à devoir gérer les temps d'accueil le matin, mais effectivement, le temps de midi, ce n'est pas considéré comme du temps scolaire. Je trouve ça très dommage. Et donc ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes obligé de payer ? Oui. Ou de faire payer les parents. S'il y a moyen de revenir en arrière, vous le ferez ? Ah oui, bien entendu. Si le temps scolaire, si c'est considéré comme du temps scolaire et que c'est financé par la communauté française, évidemment que le temps midi sera gratuit. Alors, ça nous amène à parler quand même de la santé financière de Molenbeek, puisque vous nous avez dit, on n'a pas les moyens de payer aussi pour le libre. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières semaines sur la santé financière de la commune. C'est une situation désespérée ou pas ? Désespérée, certainement pas. Donc, on a pris du temps pour bien voir d'abord quelles étaient les causes de cette situation difficile. On a pris du temps pour analyser toute une série de pistes qui ont maintenant... Et donc, on a évidemment travaillé avec la région qui va pouvoir nous aider à redresser la situation vous avez en les 3 ans. Une forme de tutelle. Exactement. Donc, on a un plan d'assainissement qui a été proposé à la région et qui courrait sur 3 ans. Donc ça veut dire, pour que tous nos téléspectateurs comprennent bien, qu'on va avoir un peu d'aide supplémentaire de la région, mais qu'en échange, il y a un fonctionnaire de la région qui doit valider un certain nombre de dépenses
vous êtes un peu sous surveillance. Exactement, on est sous surveillance et accompagnement. Je dirais aussi, on profite aussi des bons conseils de l'administration de la région qui nous a apporté vraiment toute une série d'éclairages très intéressants sur la façon de redresser la situation. Ouais, donc si vous en arrivez là, c'est que la situation n'est pas idéale. Elle était loin d'être idéale. Oui, comment ça se fait qu'on est élu en 2012, vous prenez vos fonctions en 1er janvier 2013 et que la majorité se rend compte 2 ans plus tard, 2015, qu'il faut demander une mise sous tutelle? On s'est rendu compte plus tôt qu'il y avait des difficultés financières, notamment parce qu'on se rendait compte que les années précédentes, pour pouvoir avoir un budget en équilibre, on devait utiliser un fonds de réserve. Et donc ce fonds de réserve, il s'épuisait. Quand nous sommes arrivés, nous savions que nous n'avions plus droit à ce fonds de réserve. Mais le temps d'analyser les causes, pourquoi on en arrive à une situation où finalement la commune vit au-dessus de ses moyens, à partir du moment où elle doit utiliser un fonds de réserve, eh bien on voulait vraiment analyser tout, je dirais, dans les détails pour avoir les solutions adéquates par rapport à ces causes. Et donc, c'est parce qu'il y a eu trop d'embauches, il y a trop de fonctionnaires à la commune. Il y a plusieurs pistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les engagements étaient sous-budgétisés. Donc, le budget prévoyait un certain montant. Et puis, en fin d'année, on se rendait compte au moment des comptes qu'on avait engagé beaucoup plus que ce qui était prévu. Et donc, pour moi, ça questionne qui étaient antérieurs, donc de l'époque de Philippe Moureau, si je vous comprends bien. Donc là, on parle effectivement de toute la période d'avant 2012, mais ça questionne aussi le fonctionnement entre services, de se dire, tiens, mais est-ce que les informations circulent assez bien entre services qui permet de dire, attention, on ne peut plus engager, parce que finalement, je ne suis pas sûre que le collège était toujours informé qu'on dépassait le budget au moment des engagements. Et donc, je trouve que ça interroge aussi le fonctionnement, enfin le contrôle du budget par différentes instances, que ce soit au sein de l'administration, mais aussi en lien avec la tutelle. Il y a eu d'autres... La tutelle, pour être clair, c'est la région bruxelloise. Vous êtes en train de nous dire que la région bruxelloise elle a envoyé des courriers, suffisamment monitoré, comme on dit. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Elle a tiré la sonnette d'alarme régulièrement. On a des courriers qui disaient chaque année, attention, on se rend compte effectivement que vous engagez trop de personnel par rapport à ce qui est budgété. Vous ne devez plus le faire. Mais après, voilà, la commune pouvait continuer de le faire sans que ça ne pose question. Et donc, je pense qu'il y a toute une série de mécanismes à réfléchir pour éviter qu'on laisse un bateau partir à la dérive comme ça. Donc, on est 2 ans après l'élection. Il y a le plan d'assainissement qui rentre en vigueur. Dans 3 ans, vous pourrez nous dire on a rétabli les comptes et on est sorti du rouge? En tout cas, si le plan d'assainissement tel qu'on l'a proposé maintenant à la région est validé, oui, pour 2018, nous serons de nouveau dans le vert. Les FDF, donc Front démocratique francophone, qui demandent un audit sur la gestion financière de Molenbeek, c'est excessif ou pas? Je ne trouve pas ça excessif. Je pense que ça peut être intéressant et nous en avons d'ailleurs discuté en collège et on réfléchit en tout cas aux formules d'audit. Est-ce que le mot audit est le meilleur? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vous dis pour qu'on comprenne bien, qu'on puisse voir comment améliorer les mécanismes pour éviter qu'on doit réagir a posteriori. Donc, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, d'étudier en profondeur les différentes façons dont les deniers publics ont été utilisés. Certains de vos partenaires de majorité, ils étaient dans la majorité précédente. C'est notamment le cas des libéraux. Ça veut dire qu'ils n'ont rien vu, rien compris. Écoutez, moi, je n'étais pas autour de la table, donc c'est très difficile de dire. Que le budget leur a échappé. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la façon de fonctionner du collège précédent, la façon de fonctionner du collège précédent était très différente de celle actuellement, des dires de ceux qui étaient autour de la table lors de la législature précédente et maintenant. Maintenant, moi, je n'y étais pas et je veux dire, il y a sans doute une responsabilité collective de l'ensemble du collège. Il y a une responsabilité de la part du bourgmestre parce qu'en tant que bourgmestre, on est le commandant du navire et c'est à nous d'être attentifs à ce qui se fait en tant que bourgmestre. Et je pense, je vous le dis, qu'il y a aussi toutes des questions plus liées à des mécanismes qui doivent être améliorés pour un bon fonctionnement entre l'administration, le collège et la tutelle. Alors, est-ce que Molenbeek a toujours un problème d'image dans les médias ? Écoutez, en tout cas, nous, on essaye vraiment de travailler à cette question-là, parce que la question de l'image, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir une bonne image. Je vous pose cette question parce qu'il y a le Conseil des jeunes, qui, cette fois-ci, dépend bien de votre échevina, qui se réunit à 14h et qui a retenu comme thème de travail les sports et les médias. Tout à fait. Et les jeunes disent, oui, attention, journalistes, vous stigmatisez Molenbeek. Exactement. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la question de l'image, pour les jeunes, en tout cas, au quotidien, souffrir de cette mauvaise image de la commune, ça met des freins. Ça met des freins par rapport à leur confiance en eux, ça met des freins dans leur recherche d'emploi. Quand il est marqué sur un CV qu'on vient de Molenbeek, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces jeunes, à 14h? Parce que la réunion a lieu dans quelques minutes. C'est à eux, ils n'ont pas encore parlé. Donc, donc là, l'idée, c'est que les jeunes du Conseil des jeunes interrogent les autres jeunes sur ces questions-là, notamment pour éventuellement se dire, mais comment est-ce qu'on peut, nous, produire de l'information à transmettre aux médias pour que les médias se rendent compte que Molenbeek n'a pas qu'une mauvaise image, mais qu'il y a des choses positives aussi. C'est aussi l'apprentissage de l'éducation aux médias, de pouvoir relativiser éventuellement certains types d'informations.
formation. Voilà, donc ils vont débattre de cela cet après-midi et de là, il y aura sans doute toute une série de recommandations, de rencontres, sans doute avec le monde des médias également, pour pouvoir échanger sur le sujet. Vous comprenez que quand il y a des perquisitions à Molenbeek, les journalistes en parlent? Bien entendu, le tout, c'est que vrai qu'à certains moments, les sujets qui font polémique intéressent plus les médias. Et donc, quand on invite les médias pour participer à des choses plus positives, ils sont sans doute moins présents ou peut-être pas assez. Alors on verra dans le journal de Télé Bruxelles l'inauguration de panneaux photovoltaïques sur le toit de commune. Ça, c'est une information positive. C'est une information positive et c'est très bien qu'elle passe. Et en plus, voilà, une information positive des panneaux photovoltaïques qui vont permettre également de faire des économies pour la commune. Ouais. Il y en a 668, c'est ça, sur les donc sur 5 bâtiments communaux, ça va permettre quand même d'économiser 12 000 € par an, plus 42 tonnes de CO2. Et donc, je pense que c'est un projet qui est très positif, non seulement pour l'environnement, mais également pour les citoyens et pour la commune, puisque ça allie environnement, économie et projet innovateur. Merci Sarah Turin d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Daniel Baclen, le ministre fédéral des Pensions, qui sera notre invité. À demain.